Grand C, les printemps arabes. Là aussi, c'est une question que vous reprendrez en détail l'an prochain lorsque vous verrez le Proche et le Moyen-Orient. Je ne fais là que vous donner quelques pistes de réflexion pour débroussailler le terrain et comprendre les logiques des nouvelles conflictualités que nous pouvons voir aujourd'hui, notamment la question de Daesh. Une littérature classique aimait effectivement à se répandre sur l'incapacité des peuples arabes à établir une démocratie. Relayant des visions coloniales obsolètes, teintées de racisme, elle prétendait que l'islam était un facteur d'arriération politique et niait la liberté de l'individu. Après l'échec des manifestations iraniennes contre le pouvoir d'Ahmadinejad, rien ne laissait présager le fleurissement du printemps arabe. Suite au suicide d'un jeune homme, Mohamed Bouazizi, à Sidi Bouzid, de gigantesques manifestations se répandirent dans l'ensemble de la Tunisie. Qui étaient ces manifestants? Essentiellement des gens issus de classes populaires, touchés par le marasme économique depuis 2008. Ils protestent les manifestations populaires qui se multiplièrent d'abord en Tunisie, puis touchèrent l'ensemble des pays du Moyen-Orient, de la péninsule arabique et de l'Égypte, qui touchèrent l'ensemble du monde arabe, sont les manifestations qui se multiplièrent dans l'ensemble du monde arabe sont composées de populations assez diverses. D'abord, il y a des classes populaires. Ces classes populaires sont frappées par le marasme économique qui touche ces pays depuis 2008. Alors que depuis une trentaine d'années, les conditions de vie s'étaient considérablement améliorées, on voit là une stagnation des niveaux de vie, la montée du chômage qui a touché de larges fractions de la population. Cette population est rejointe dans son combat par des bourgeoisies plus favorisées dont le mécontentement n'est pas tant un mécontentement économique qu'un mécontentement politique. Effectivement, l'ensemble de ces pays, nous l'avons vu, étaient des dictatures pro-occidentales, corrompues et clientélistes. Cependant, les progrès économiques accomplis avaient satisfait la population et un modus vivendi s'était mis en place. La population acceptait tout compte fait la corruption de ces élites en échange d'un mieux-être réel. Or, depuis 2008, les choses ont changé, mais en fait, depuis 2001, les choses ont changé. D'abord, la coupure entre le peuple, qui a soutenu Saddam Hussein et qui depuis est travaillé par les mouvements islamistes, s'oppose à une élite pro-occidentale et jugée traître à la cause arabe et musulmane. Deuxième aspect, deuxième coupure, depuis 2008, la crise financière a considérablement ralenti la croissance de ces pays et le chômage a explosé. Et donc il y a une coupure sociale entre une élite qui continue d'accumuler le capital et qui s'enrichit de façon éhontée en utilisant la corruption et le clientélisme, et une population qui souffre de la crise. Tout cela a conduit à de gigantesques manifestations dont les mots d'ordre sont unitaires: dignité, démocratie, liberté. Le régime autoritaire de Ben Ali en Tunisie est balayé en l'espace de 15 jours. Les élections pluralistes qui visaient à mettre en place une chambre constituante ont mis au pouvoir El Arna, un parti islamiste modéré. Mais devant les tentatives d'islamisation rampante de la société et du droit, une réaction s'est mise en place et aujourd'hui la Tunisie hésite. Et aujourd'hui, la Tunisie est profondément divisée sur son avenir. Les attentats islamistes se sont multipliés dans ce pays, brisant le tourisme qui était la principale source de revenus extérieurs du pays.
Cependant, la situation semble stabilisée, stabilisation que l'on peut voir également en Égypte, après la chute du régime d'Hosni Moubarak, a balayé en l'espace de 8 jours, alors qu'il était au pouvoir depuis plus de 30 ans. Les islamistes menés par les frères musulmans ont acquis légalement le pouvoir, ce que l'armée a toujours refusé, et là aussi devant l'islamisation du droit, les laïcs se sont mobilisés et avec l'appui de l'armée ont organisé un coup d'État sanglant qui a éliminé les islamistes du pouvoir, mais qui a également balayé l'esprit démocratique, ce qui n'est pas le cas en Tunisie. En Syrie, ces manifestations ont été sévèrement réprimées par le pouvoir de Bachar el-Assad, jetant dans le bras de Daesh, jetant dans les bras des islamistes, des populations sunnites en lutte contre un pouvoir d'obédience chiite. Ainsi, ces sunnites se sont regroupés pour donner naissance à l'État islamique qui, aujourd'hui, est à cheval entre la Syrie et l'Irak et qui représente une menace concrète pour l'ensemble des pays de la région, mais également du fait du recrutement de nombreuses populations, mais du fait du recrutement de volontaires venus d'Occident, une menace pour les pays occidentaux, notamment la France. Au Maroc, où l'attentat de Marrakech a brisé l'élan de contestation, le roi a entamé un cycle de réformes modérées. La contestation s'étend à tout le Moyen-Orient aujourd'hui. La répression la plus sévère s'abat sur les manifestants au Bahreïn, à Oman, en Syrie. Elle a fait plus de 2000 morts. En Libye, le dictateur libyen, Kadhafi, a été renversé par les manifestants avec l'aide des puissances occidentales, notamment la France. Aujourd'hui, le pays n'a plus de gouvernement, c'est un chaos le plus total dans lequel Daesh s'est implanté, et aujourd'hui, une menace nouvelle se fait jour dans ce pays. C'est donc un monde profondément bouleversé et en décomposition que je vous ai présenté là. Il faut cependant voir que face aux menaces, il faut cependant relativiser l'ensemble de ces menaces et bien voir qu'il ne faut cependant pas surestimer ces menaces et avoir peur. Les opinions publiques européennes sont aujourd'hui traversées par une vague de peur et de replis identitaires particulièrement marqués, notamment en Angleterre, en France, en Hongrie, où les extrêmes droites progressent très régulièrement. C'est un facteur de préoccupation. L'Europe aujourd'hui est rentrée dans une voie de... Aujourd'hui, les opinions publiques occidentales sont marquées par ces évolutions géopolitiques sur nos frontières et l'on voit émerger un sentiment identitaire un sentiment de repli identitaire, une montée de la xénophobie et un réveil de l'antisémitisme qui sont de très mauvais augure.